Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine. Bienvenue au journal de ce vendredi 2 janvier 2026. Tout d'abord, les grandes articulations. Jurer que l'État ne compte pas payer la société FOMI qui réclame d'avoir produit une quantité en surplus d'engrais, c'est juste un jeu politique car le ministère des Finances a déjà entamé les procédures de payer cette société. Vous allez le suivre dans ce journal. Une famille alerte pour un de ses membres, victime d'un enlèvement depuis 4 jours. La victime, habitant de la zone Kirekura, a été embarqué à bord d'un véhicule aux vitres teintées suspecté d'appartenir au service de renseignement burundais. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes chez les employés de l'usine Fangas suite à la violation de leurs droits du travail ainsi que les infirmiers qui réclament leur salaire de 6 mois. Voilà pour le sommaire, dans quelques secondes, le développement de cette édition. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Un vieil homme de la zone Wisha, commune Muhanga, province de Utanyerera, a été tué le 28 décembre dernier, accusé de pratiquer la sorcellerie. L'auteur présumé de cet acte s'est immédiatement rendu à la police. Les habitants, choqués par ce drame, s'étonnant qu'aucune autorité administrative ne se soit rendue sur place pour apaiser la population. Le point avec David Claude Mbananayo. Depuis un certain temps, un homme nommé Mazibodi, qui était accusé de sorcellerie, dans la soirée de dimanche le 28 décembre, selon notre source, son voisin s'en est pris violemment à lui et l'a agressé de manière barbare, avec 4 coups de hanche dans la tête, ce qui a entraîné sa mort. Un homme âgé nommé Maziboli a été tué ce dimanche 28 décembre après avoir été accusé de sorcellerie pendant plusieurs jours. L'un de ses voisins sur la colline Bichouli l'a alors attaqué et il est décédé sur le champ. Toujours selon notre source, les habitants d'Orango ont été profondément attristés et choqués par cette situation, d'autant plus qu'aucune autorité administrative ni aucun agent de police ne se serait rendu sur les lieux pour apporter assistance ou réconfort à la population. La tristesse et la douleur sont immenses pour son épouse, ses enfants, toute sa famille. Ce qui surprend, c'est qu'aucune autorité administrative ne soit rendue sur les lieux. En revanche, l'auteur présumé des faits, nommé Nirakigwa, s'est présenté de lui-même en déclarant avoir commis l'acte. Il est actuellement détenu dans l'ancienne commune d'Olango. Même si l'auteur des faits s'est ensuite rendu de lui-même à la police, les habitants demandent qu'il soit jugé dans les meilleurs délais et conformément à la loi et que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs de crimes soient sanctionnés de manière exemplaire afin de prévenir la répétition de tels actes. Nous demandons qu'il y ait des poursuites et des sanctions, car ces actes sont devenus presque une habitude dans cette commune et dans la zone d'Obisha. Les gens continuent de s'entretuer et d'autres vivent dans la peur permanente d'être des prochains. La situation est grave et exige une intervention urgente des plus hautes autorités. Merci David Claude Mbananayo. Toujours en parlant sécurité, un habitant de la 12e transversale Kirekura, zone Kirekura, en commune Nahangwa, province de Bujumbura, a été arrêté aux allures d'enlèvement dans l'après-midi de ce mardi, puis embarqué à bord d'un véhicule aux vitres teintées. Les amis et proches de la victime craignent pour sa sécurité au moment où ils disent l'avoir cherché partout, mais en vain. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Ce citoyen arrivé sur la route Bujumbura-Muzinda dans l'après-midi de mardi, le 30 décembre 2025, s'appelle Bosco Nyandwi, surnommé Nacho. Il habite la 12e transversale Kirekura, zone Kirekura, en commune Nahangwa, province de Bujumbura. Les informations fournies par ses proches indiquent que la victime venait de quitter son domicile lorsqu'il est venu en véhicule de marque Toyota double cabine de couleur blanche, sans plaque d'immatriculation et aux vitres teintées. Un des habitants qui était sur place
fait savoir qu'à bord de ce véhicule, il y avait 4 personnes qui se trouvent être des agents du service des renseignements. Ce citoyen souligne que cette opération a été préparée par un des Imbonerakure de la localité. Nous sommes attristés par l'arrestation de Bosco Nyandwi, connu sous le sobriquet de Nacho, qui a eu lieu mardi vers 14h. Il a été arrêté aux allures d'enlèvement sous l'implication du nommé Sibomana, Imbonerakure de la 15e transversale Marambia, celui qui l'avait guetté. Il est apparu en véhicule double cabine. Des gens en tenue policière ont fait monter cet habitant et cette camionnette a pris la direction de la ville de Bujumbura. Les amis et proches de la victime craignent pour sa sécurité au moment où ils disent l'avoir cherché partout, mais en vain. Ils demandent aux responsables administratifs de s'activer pour que ces cas d'enlèvement cessent. Ils sont allés le chercher dans tous les cachots, mais sans succès. Nous ne savons pas pour le moment où il est. Nous voudrions demander aux autorités administratives, le chef de la zone d'Okirekura et l'administrateur d'Onahangwa, que ces arrestations suivent la procédure judiciaire. S'il y a quelqu'un qui est recherché, qu'il soit officiellement convoqué, interrogé et enfin libéré en cas d'innocence. À propos de l'enlèvement du citoyen Bosco Nyandwi dit Nacho, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre José Bukeyeneza, chef de la zone de Kirekura, pour recueillir sa réaction. Merci Emmanuel Niyungeko. Une courte pause et nous poursuivons le journal avec la page politique. RPA. Le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dément que les militaires burundais se soient retirés de la République démocratique du Congo. S'exprimant devant la presse le 2 janvier 2026, Révérien Dikuliyo a expliqué que les militaires qui ont quitté certaines zones étaient stationnés dans les localités considérées comme potentiellement menacées par des attaques en provenance du Rwanda. Il a précisé que même s'ils étaient retirés de ces zones, ils peuvent y retourner à tout moment si la situation l'exige. Suivez plutôt Révérien Dikuliyo, secrétaire général du parti CNDD-FDD. Je sais personnellement que les militaires burundais sont toujours présents sur le sol congolais. C'est dont je sais qu'ils ont quitté certaines zones, l'ont fait par mesure de précaution afin d'éviter qu'ils ne soient injustement accusés. Vous savez qu'il y a eu un accord signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington, aux États-Unis, et que le chef de l'État burundais en faisait partie des témoins. Mais par la suite, le Rwanda a cherché à lancer une attaque et à faire porter la responsabilité de cette agression sur les forces burundaises. C'est dans ce contexte que le Burundi a demandé que ses militaires se retirent de certaines zones sensibles. Cela ne signifie pas pour autant que les forces de défense nationale du Burundi se soient retirées de la RDC, notamment dans les régions comme Kamanyola. Le Burundi est un État vigilant qui dispose d'informations fiables. C'est pourquoi seules les unités susceptibles d'être instrumentalisées ont été retirées et non l'ensemble des forces. Par ailleurs, des accords existent entre nos pays, ce qui fait que les militaires qui se sont retirés peuvent y retourner à tout moment si nécessaire. Je voudrais simplement dire que la situation dans la région exige beaucoup de sagesse afin que chacun comprenne clairement les intentions réelles des différents acteurs. Certains peuvent prétendre que le Burundi est responsable de ce qui se passe, mais nous savons comment nous comporter et comment protéger nos intérêts. mugana cyo tuba tuti ahubwo twiza kubinyenda mu Rwanda natwe tuvuga tuti reka tubareke ugenda uravuga uti ikijya kizozaniki. Révérien Dikuliyo a également réagi aux récentes déclarations du ministre en charge des Finances qui a affirmé être victime de menaces en raison de ses révélations sur des pratiques de corruption présumées impliquant l'usine FOMI ainsi que l'Agence nationale de gestion du stock stratégique de sécurité alimentaire, ANAGESA en sigle. À ce sujet, Révérien Dikuliyo a rassuré l'opinion publique en indiquant que le ministre concerné, Alain Ndikumana, bénéficie d'une protection policière chargée d'assurer sa sécurité. Encore une fois, Révérien Dikuliyo. Ngo umushyirahamwe wageramiwe
Concernant les informations selon lesquelles le ministre des Finances serait menacé, ce sont des informations qui circulent sur les réseaux sociaux et que je ne connais pas précisément. Je ne les avais pas encore entendues personnellement, mais je vais m'informer. Ce que je sais en revanche, c'est qu'au Burundi, en ce jour du 2 janvier 2026, aucun citoyen burundais n'est menacé dans ce pays de Ntare Rushatsi et de Ndayishimiye. Aucun de 13 millions de Burundais n'est en danger. C'est pour cela que je vais examiner cette question de près afin d'en comprendre les tenants et aboutissants. S'il s'avère que le ministre est réellement menacé, il doit bénéficier d'une protection policière, ce qui semble déjà être le cas. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si quelqu'un affirme être menacé tout en ayant déjà une protection policière, que demande-t-il de plus? Une protection venue du ciel? Quel type de protection souhaite-t-il exactement? Je vais m'informer de plus à ce sujet. Toujours au sujet de la société FOMI, ce dossier semble entouré de nombreuses zones d'ombre, étant donné que les déclarations faites ne correspondent pas aux actes posés. C'est ce qu'affirme Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, qui s'étonne que le ministre des Finances s'en soit pris à FOMI, tout en déclarant que l'État ne comptait pas payer l'engrais, alors qu'il savait parfaitement que le processus de calcul du montant à lui verser avait déjà commencé. Suivez Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Les propos du ministre des Finances, Alain Dikoumana, s'apparente à une classique opération de diversion à laquelle le CNDD-FDD nous a habitués. Alors même qu'il dénonçait publiquement des irrégularités, nous apprenons de la part des sources au ministère des Finances qu'il préparait en coulisses la régularisation de l'entreprise mise en cause. Donc là, ça veut dire qu'il laisse penser que son intervention répondait à des enjeux politiques ou stratégiques très différents finalement du traitement administratif du dossier. Alors là, j'en conclus que le ministre a joué un double jeu patent, donc accusé bruyamment l'entreprise d'irrégularité tout en préparant sa régularisation dans l'ombre. Alors pour moi, ces propos ne visaient manifestement qu'à détourner l'attention, probablement au service d'une autre bataille qui n'avait plus rien à voir avec le dossier. Alors ici aussi, je note les contradictions frappantes entre les accusations du ministre des Finances au sujet des réclamations exagérées de la FOMI et la réaction de la direction de FOMI qui nie toute implication dans la collecte d'argent et la fixation des quantités d'engrais. Alors, des opérations que FOMI met totalement sur la responsabilité du ministère de l'Agriculture. Alors, où est la vérité dans ce moment? Ici, il faut aussi noter la réaction du président du Sénat, Gervais Ndilako-Boucha, qui était présent et qui disait qu'il va prier pour le ministre des Finances. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'actuel président du Sénat quand il était Premier ministre du gouvernement. Il s'en était également pris violemment à l'entreprise FOMI, allant jusqu'à faire sortir son directeur général lors d'une réunion publique, je pense que c'était avec des administratifs et l'entreprise FOMI. C'était toujours dans le cadre de la crise des engrais. Alors, est-ce une coïncidence ou un jeu politique? Moi, je pense que c'est plutôt là où il faut chercher. C'était Bob Rugurika, directeur de la radio RPA. La récente explication donnée par le président de la République sur la pénurie d'engrais, selon laquelle cette situation serait due à l'augmentation du nombre d'agriculteurs, n'a d'autres objectifs que de manipuler la population, selon Frédéric Bamboginyumvira, ancien vice-président du Burundi. Pour lui, le chef de l'État aurait plutôt dû ordonner à la société FOMI de rembourser les agriculteurs, puisque cette dernière s'est révélée incapable de fournir l'engrais promis. Je vous propose de l'écouter. Ku kibazo c'abarimyi n'ifumbire Par rapport à la question relative aux agriculteurs et aux fertilisants, le président a répondu que les agriculteurs sont devenus 100 fois plus nombreux. D'où seraient-ils venus et comment à considérer la population qui vit de l'agriculture? Seraient-ils devenus 100 fois plus nombreux ou plutôt il s'agit de ceux qui ont acheté les propriétés foncières de la population et ces propriétés ont été évaluées à 100 fois plus nombreuses? À ce moment alors, les agriculteurs deviendraient moins nombreux. Mais le problème consiste à octroyer à l'agriculteur le fertilisant qu'il a payé, sinon lui rembourser son argent. Voilà la réponse que le chef de l'État devrait donner. Inyishu umukuru w'igihugu awiza gutanga yarikubiye babaye benshi
ntibica bigwa ku munyagihugu. Dans son discours de vœux de nouvel an, le président Evariste Ndayishimiye a également déclaré que le Burundi allait amorcer un développement accéléré grâce à l'exploitation minière. À ce sujet, Frédéric Bamboguinyumvira invite le président de la République à commencer par publier les recettes générées par le secteur minier avant d'en vanter les retombées supposées pour la population. Suivez-le. La question relative à la relance économique du pays suite aux minéraux, même dans les années antérieures, les minéraux existaient au Burundi et étaient exportés. Mais jusqu'à présent, la vie de la population se détériore davantage. Cela, je le confirme avec de différents documents et rapports à l'appui. Alors, le CNDD-FDD vient de passer 20 ans au pouvoir, mais à considérer les biens entretenus par les différentes autorités de ce parti CNDD-FDD qui se sont succédés au pouvoir pendant cette période, personne ne peut dire que des progrès en ceci ou cela seront enregistrés suite aux minéraux. Qu'ils nous prouvent d'abord comment l'argent issu de ces minéraux sera géré au profit de la population. Et après, il aura à démontrer les réalisations concrètes. Sinon, qu'il cesse de nous flatter avec des paroles douces comme si ces paroles font taire un enfant. Pas du tout. À présent, page gouvernance, certains employés de l'usine Arise and Shine Burundi, qui fabrique une boisson appelée Fangas, dénoncent les conditions dans lesquelles ils sont traités sur leur lieu de travail, affirmant que les lois régissant le travail ne sont pas respectées. Parmi les problèmes qu'ils évoquent, ces employés citent notamment l'absence de contrat de travail pour certains d'entre eux, ainsi que le non-paiement des salaires dans les délais prévus. Reportage d'Éloge Divin, les Méchas. L'usine Arise and Shine Burundi, connue pour la production des jus appelés Fangas, emploie des travailleurs permanents ainsi que d'autres qualifiés de journaliers. Ces employés se lamentent que la manière dont ils sont traités ne respecte pas pleinement la législation du travail sur certains aspects, d'autant plus qu'ils perçoivent des salaires jugés faibles au regard des tâches qui leur sont confiées. Certains employés permanents affirment ne pas être payés à temps au sein de cette usine. Témoignage de l'un d'entre eux. Nous sommes payés vers le 20 du mois suivant. Le patron a ouvert une microfinance appelée Edjohedza et il arrive que des employés obligés d'être rémunérés à travers cette microfinance contractent des crédits pour survivre. Si le remboursement n'est pas effectué dans les délais prévus, la dite microfinance exige des intérêts de retard estimés à 70%. Ces employés permanents dénoncent aussi le fait que la plupart d'entre eux ne connaissent pas l'existence de contrats de travail, alors que certains travaillent dans cette usine depuis une longue période. L'employeur est accusé de favoritisme dans l'octroi des contrats de travail. Certains d'entre nous totalisent 5, 6, voire 10 ans de service. Mais la majorité n'a pas de contrat de travail. Seuls les employés originaires de la même province que le patron, Edouard Misago, ont signé des contrats de travail. Ces employés de l'usine Arise and Shine Burundi indiquent aussi que leurs conditions de travail ne garantissent pas suffisamment leur sécurité, ce qui les expose à la crainte d'éventuels accidents. De plus, nous ne disposons pas de tenues de protection adaptées au travail que nous effectuons. Les employés n'ont pas, par exemple, de chaussures ni de casque de protection. Contacté par la radio publique africaine afin de réagir aux doléances exprimées par ses employés, le directeur de l'usine Arise and Shine Burundi, Edouard Misago, a déclaré que plusieurs de ces faits lui étaient jusque-là inconnus, mais qu'il allait les examiner de près en collaboration avec les autres responsables de l'usine. Merci Éloge Divin, les Méchas. Dernier dossier de ce journal. Certains professionnels de santé, notamment des infirmiers et des gestionnaires de plusieurs structures hospitalières du Burundi, rapportent n'avoir perçu aucun salaire depuis leur prise en fonction en juillet de l'année dernière. Leurs dossiers administratifs seraient toujours bloqués au ministère de la Santé publique au lieu d'être envoyés au ministère de la Fonction publique. Le point avec Digne Karondo. Ces agents évoqués qui n'ont pas encore eu de salaire sont notamment les infirmiers ainsi que les gestionnaires affectés dans différents hôpitaux qui ont commencé le travail en juillet 2025, raconte notre source.
Depuis que nous avons commencé à travailler au mois de juillet, nous ne cessons de nous renseigner sur l'état d'avancement de nos dossiers et sur l'endroit où ils se trouvent. Il nous est toujours répondu que nos dossiers sont encore au ministère de la Santé publique. Certains ont même pu constater de leurs propres yeux qu'ils s'y trouvent effectivement et qui n'ont jamais été transmis au ministère de la Fonction publique. Autrement dit, ils sont restés pendant 6 mois entiers et nous entamons aujourd'hui le 7e mois. Notre source indique qu'ils sont dans une pauvreté extrême due au retard de leurs salaires. Certains d'entre nous ont des familles à charge. Se rendre chaque jour au travail implique des frais de transport. Il faut aussi assurer notre subsistance alors que nous disposons d'aucun revenu et que nous n'avons aucune activité génératrice de revenus en dehors de notre travail. Vous savez que le métier de soignant exige des gardes de nuit et des services en soirée. Alors que nous vivions auparavant grâce à des crédits, ceux-ci nous sont désormais refusés car les prêteurs estiment qu'aucun travailleur ne peut rester 6 mois sans être payé. Ces agents demandent ainsi au ministère de la Santé publique de collaborer avec celui de la fonction publique afin d'avancer et traiter leurs dossiers et qu'ils puissent percevoir leur salaire. Nous demandons que le ministère de la Santé publique ainsi que le ministère de la Fonction publique examinent nos dossiers et les traitent avec diligence, afin que nous puissions enfin percevoir nos salaires et commencer à subvenir normalement à nos besoins comme les autres, d'autant plus que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. À ce propos, nous avons essayé de contacter la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, mais sans succès. Merci Digne Karundo. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce vendredi 2 janvier 2026. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Excellente soirée à tous.